Bienvenue à tous pour ce webinaire de collaborer avec Teams que j'ai un petit peu renommé en travailler autrement avec Teams pour montrer un petit peu le potentiel de Teams et d'aller un petit peu au-delà de son usage. Je vais simplement tout de suite me présenter. Donc, je suis Marc Trottmann, je suis gérant de la structure Itizi qui travaille sur des sujets autour de l'adoption et les usages autour d'Office 365. Et plus généralement, j'accompagne les organisations sur mener les projets de transformation digitale interne, c'est-à-dire changer les process de travail internes à l'organisation à des fins d'amélioration de la productivité personnelle, collective, de manière globale, l'efficacité individuelle et collective, et surtout, du coup, au final, de l'organisation. Petite précision, j'en rappellerai un petit peu tout à l'heure. Si jamais vous avez des questions, on aura déjà un espace d'échange durant cette session-là. N'hésitez pas à activer votre micro pour qu'on puisse répondre à ces questions ou éventuellement participer dans la fenêtre de chat. Normalement, vous devez aussi avoir la petite fonctionnalité de lever la main qui est dans Teams. Hop, je vous la remontre rapidement, qui est ici. Si vous levez la main, normalement, je devrais être alerté comme quoi vous avez une question. Sinon, vous avez la possibilité, en vous rendant sur cette URL, de prendre un petit rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter de votre problématique ou des questions un petit peu plus précises. Si je reviens, voilà, ici. En fait, pourquoi on en est à déployer des solutions comme Teams aujourd'hui? On n'en est pas que à cause du télétravail et du confinement et de la crise sanitaire. C'est simplement qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a un peu bougé et qui a des besoins un petit peu nouveaux, en tout cas qui sont beaucoup plus importants maintenant qu'ils ne l'étaient avant. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus en équipe, on travaille de moins en moins de manière individuelle. On n'est plus sur des tâches où on est tout seul à travailler comme on pouvait l'être avant. On travaille de plus en plus en tout lieu et avec des périphériques qui peuvent être différents, que ce soit des tablettes, des téléphones, des PC fixes, des PC portables. On est en déplacement régulièrement. On travaille à la maison, on peut travailler à son bureau, on peut passer de son bureau fixe à une salle de réunion. Donc, on est en situation de mobilité régulièrement. Si on se positionne du point de vue de l'organisation, on a au sein des organisations un nombre de générations différentes d'utilisateurs, de génération des baby boomers jusqu'aux générations Z. Donc, on a 4 générations d'utilisateurs en entreprise qui ont des réflexes d'usage différents des outils numériques. Donc, c'est aussi des éléments, des critères qui sont à prendre en compte, et en complétant tout cela avec une tendance à la RSE, de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Donc, travailler mieux pour la planète, travailler mieux pour l'humain et le bien-être au travail. Donc, ce sont toutes ces considérations aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir. Cette entreprise d'aujourd'hui, on la couvre avec des besoins qui sont des besoins d'amélioration de productivité personnelle, de travailler mieux soi-même. On a, et c'est pas nouveau, de plus en plus d'informations qu'on a besoin de stocker, que l'on va vouloir partager, que l'on va vouloir retrouver par opposition à chercher. On est bien sur la finalité de l'action. On va avoir besoin de communiquer, de collaborer, d'être en lien avec des applicatifs métiers, de travailler en situation de mobilité et de mener toutes ces activités-là en toute sécurité et dans le respect de toutes les conformités. Conformité réglementaire, que ce soit RGPD ou conformité à plus large échelle quand on est sur des secteurs d'activité qui sont un petit peu différents. Et ce constat aujourd'hui, depuis 30 ans en entreprise, on est un petit peu dans cette situation-là. Alors, j'exagère un petit peu, mais ça fait un peu plus de 30 ans, mais globalement, c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, en entreprise, on travaille par mail et avec des informations qui sont stockées sur des lecteurs réseau. Donc, si on met en perspective le cadre de gauche avec ces éléments-là, on se rend vite compte que c'est un petit peu compliqué, et on s'en est vite rendu compte en fait que c'est compliqué, puisque dernièrement, on a vu apparaître dans les organisations un certain nombre d'outils qui viennent de la sphère privée, qui permettent de répondre à des problématiques typiquement de partage, par exemple, où on va utiliser du WeTransfer parce que la messagerie ne permet pas d'envoyer des pièces jointes supérieures à une certaine taille.
ou parce que on a besoin de communiquer plus rapidement, on va utiliser du WhatsApp et du Messenger. Donc, on va avoir tout un ensemble d'outils qui viennent de la sphère privée, qui vont répondre à un besoin, parce que le besoin est là, mais par contre, qui vont être un cauchemar pour les organisations parce que ce sont des outils qui, comme je le disais, viennent du privé, donc ne sont pas gérés par l'informatique interne, ce qu'on appelle le shadow IT, et qui posent des problématiques en termes de sécurisation de l'information du point de vue de l'entreprise, parce que si un collaborateur utilise des éléments personnels pour des applications personnelles pour partager de l'information, s'il quitte l'entreprise, il y a un risque que ces données quittent l'entreprise avec lui également. Et dans certaines activités, et dans quasiment tous, si les secteurs sont concurrentiels en plus, c'est pas forcément acceptable. Donc on a cette espèce de cette entreprise d'aujourd'hui et les façons de travailler aujourd'hui qui font qu'on a une espèce de zone de dette technologique qui ont amené justement à cette réflexion d'aller vers un environnement numérique de travail moderne. Ce que l'on entend souvent sous le terme de modern workplace, et c'est exactement le positionnement d'Office 365 ou de Microsoft 365, puisque Microsoft aime bien changer les noms, les adapter une fois qu'ils sont bien intégrés. Alors, bien que Microsoft 365 sur certains sujets aille un petit peu plus loin. Mais globalement, c'est quoi Office 365 ? C'est un ensemble d'outils qui répondent justement à ces différents piliers qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, on a bien, chacun de ces icônes sont des applications indépendantes les unes des autres, mais qui travaillent ensemble et qui font partie de la suite Office 365. Et Teams est une de ces suites qui est positionnée ici et qui va permettre effectivement d'être en lien avec des applicatifs métiers, d'être en lien pour de la collaboration, de pouvoir communiquer. Donc, on voit bien qu'on a un positionnement d'une application qui est à l'intérieur d'un panel d'applications un petit peu plus vaste. Je vous ai juste mis en référence un lien vers une autre présentation de l'ensemble des outils de la suite Office 365 que vous retrouvez avec l'URL en bas à droite, parce que cette carte, elle a l'avantage d'être interactive. Si vous cliquez sur les différentes zones qui sont de côté, vous allez voir si je veux faire des formulaires, comment je peux faire, si je veux travailler en équipe, quels sont les composants que je vais pouvoir activer. Donc, je vous invite à aller la voir. Elle est plutôt bien faite, cette table périodique, qui est représentée un petit peu comme la table périodique de chimie pour les rappels à des anciennes, à la jeunesse. Tout ça pour dire qu'effectivement, on a un ensemble d'outils qui sont à notre disposition et pour basculer d'un ancien monde à un nouveau monde, on va avoir besoin de déployer ces outils. Mais quand on dit déployer les outils, c'est d'abord effectivement moderniser l'environnement, donc c'est la partie technologique, et surtout après transformer les usages. Parce que c'est vraiment ce que l'on va faire avec ces outils qui vont être l'élément différenciant par rapport à ce que l'on a, par rapport à ce que l'on veut mettre en œuvre en entreprise, et on est dans un contexte qui sera radicalement différent d'une entreprise à l'autre, puisque que vous soyez une TPE, une PME ou un grand groupe, si vous installez Office 365 à 80% de la visibilité que vous en avez, c'est la même plateforme technique que vous avez. Par contre, vous comprenez bien qu'une TPE et un grand groupe ne travaillent pas de la même manière, les process ne sont pas forcément les mêmes. Par contre, la plateforme technique, c'est exactement la même. Et c'est là qu'on a effectivement une importance du facteur humain, et c'est vraiment la façon de l'utiliser, donc le côté usage et humain qui va déterminer si, oui ou non, l'utilisation d'Office 365 a été pertinente ou pas. Donc, moderniser et donc installer les outils, ça ne suffit pas. Il faut impérativement transformer les usages. Et quand je dis utiliser Office 365 sans changer les pratiques, alors je mets Office 365 et je mets une petite astérisque parce que c'est valable pour toute solution équivalente. Donc, je fais un petit clin d'œil en passant à un invité de la session d'aujourd'hui qui se reconnaîtra. Si on parle d'autres plateformes équivalentes, on a exactement la même problématique. Il va falloir que si on met à disposition ces outils, il faut qu'on change ces pratiques, parce que si on travaille comme on travaillait avant avec les outils modernes, on va générer peu de valeur supplémentaire. Du point de vue des utilisateurs, on va se confronter à leur capacité à pouvoir prendre en compte ces nouveautés. Donc, certains vont réagir différemment, certains ne vont pas comprendre, certains vont avoir peur, certains vont craindre le fait de pouvoir les utiliser, peur de faire une bêtise, et certains autres qui vont trouver qu'on ne va pas assez vite et qui sont plutôt à l'aise vont se sentir un petit peu frustrés parce qu'ils auront bien perçu que l'on peut faire mieux que ce que l'on fait.
Et souvent, ce que l'on a comme effet derrière, c'est que on se retrouve à avoir des effets négatifs, des effets rebonds négatifs. C'est qu'on va avoir l'impression que finalement, on allait plus vite avant. C'était mieux avant. Parce qu'avant, on savait ce qu'on faisait, on était sur une dimension un peu plus orientée réflexe et on n'a pas eu cette prise de recul pour mettre en œuvre les outils de façon un petit peu différente. Donc, il faut effectivement, quand on est dans cette partie-là, parler de changement d'usage, de posture, de culture, et vraiment sur le côté humain. Et le mot d'ordre, il est vraiment centré sur la conduite du changement, sur l'acculturation, la culture de l'entreprise, le changement profond de façon de travailler, du relationnel que l'on peut avoir à l'intérieur de l'organisation, et du point de vue de la plateforme, d'être dans une dimension un petit peu de gouvernance de cette plateforme. Donc, comment se positionne à l'intérieur de cette organisation le Microsoft Teams? Qu'est-ce que c'est que Microsoft Teams? Microsoft Teams se positionne comme un hub de la collaboration. On le verra en démo tout à l'heure, tout à la fin sur un scénario. Il permet de communiquer au travers de chats, de réunions, d'appels. On en reparlera encore après, de collaborer, qui va être le propos de la session d'aujourd'hui. On va avoir une plateforme qui n'est pas figée, qui va pouvoir être étendue et qui va pouvoir être personnalisée. On en parlera là aussi, et qui va pouvoir permettre de travailler en toute sécurité, en toute confiance, parce que derrière, on va bénéficier d'une plateforme qui permet de garantir que les informations sont stockées, accédées de manière sécurisée. Quelques chiffres sur l'utilisation de Teams, qui est un produit qui a 3 ans d'existence. C'est un produit tout neuf dans la galaxie des outils Microsoft, qui existe maintenant depuis une quarantaine d'années, pratiquement. Donc, c'est un outil qui est parti de zéro, qui a été développé en 3 ans, et avec une adoption massive, une petite courbe d'adoption que l'on voit, surtout sur les 3 derniers mois, avec le crise de confinement oblige, où sur les 3 derniers mois, on est passé de moins de 20 millions d'utilisateurs actifs par jour à, depuis le mois d'avril, quasiment 75 millions d'utilisateurs actifs par jour. Alors, par utilisateur actif, c'est des utilisateurs qui ouvrent Teams et qui se connectent à Teams. Après, leur degré d'activité à Teams, il n'est pas forcément mesuré, mais c'est des personnes qui se connectent à Teams. Ce qui est surtout intéressant, c'est la notion de 200 millions de participants à des réunions par jour sur cette plateforme Teams, et qui ont 5 milliards de minutes de réunions par jour. Donc voilà, aujourd'hui, on contribue avec cet événement à ces minutes-là, mais on se rendait bien compte que c'est des chiffres qui sont effectivement assez importants. En termes de disponibilité, c'est un environnement qui est disponible comme l'ensemble des outils de la plateforme d'ailleurs, sur 3 types de supports différents. Une application, qui est l'application habituellement que l'on a si vous êtes utilisateur aujourd'hui de Teams, l'équivalent sur des applications mobiles, et à des fins de portabilité complète en version web au travers d'un navigateur. Plus de différence sur la type de support sur lequel on est, de système d'exploitation, que vous soyez sur de l'Apple ou que vous soyez sur de l'Android en termes de mobile, ou sur du Mac ou sur du terminal Windows en termes de PC, voire même de Linux. Le client est complètement disponible. Donc, on a déjà dans cette dynamique d'ouverture complète de la plateforme. Si on fait une synthèse des fonctionnalités que l'on a au niveau de Teams, il y a certaines choses qu'on verra tout à l'heure et des choses que l'on ne voit pas, qu'on ne verra pas. Donc du coup, je préfère quand même vous les présenter très très rapidement. Donc, c'est l'idée d'organiser les échanges au travers de conversations, d'organiser ces contenus au travers de ce qui s'appelle les canaux au sein de Teams. On verra que l'on peut avoir des canaux privés, des canaux publics. On verra cette notion-là un petit peu tout à l'heure. Une ouverture de la plateforme qui va permettre à des personnes extérieures à l'organisation de pouvoir continuer à contribuer et à travailler ensemble et à échanger. On n'a pas forcément besoin d'être limité à des personnes qui sont dans l'entreprise pour pouvoir utiliser l'environnement. Ça aussi, on le verra tout à l'heure.
On va pouvoir se connecter avec d'autres applications de la suite, hein, gérer des plannings, gérer des tâches, gérer des listes. Ça aussi, on le verra et on peut se connecter à d'autres applications par ailleurs. L'autre volet de l'utilisation de Teams, c'est le volet autour de la manipulation des fichiers, autour du partage de fichiers, autour de la coédition de fichiers, hein, donc pouvoir partager un fichier à l'intérieur, à l'extérieur de l'organisation, pouvoir travailler en même temps sur un fichier, pouvoir voir l'historique des versions, revenir à des anciennes versions du fichier, des fichiers et rechercher l'information dans l'ensemble de la plateforme pour retrouver les éléments que l'on était en train de rechercher. L'autre volet, le dernier volet, qui est un volet un peu plus traditionnel, c'est le volet conversationnel, hein, le volet chat, hein, conversation un pour un ou une notion de groupe, hein, qui vont nous permettre d'échanger, de partager de l'information avec une dynamique un petit peu plus fun que celle que simplement rester sur du textuel, où on va pouvoir partager des gifs, des mèmes, des vidéos, des choses de ce type-là. Juste une petite précision sur une présentation que j'aime bien faire sur le positionnement de Teams, en fait, hein, le positionnement iceberg de Teams, parce que tout à l'heure, la courbe que l'on a vue dans le déploiement massif de Teams depuis les 3 derniers mois, et en particulier depuis le confinement, on est principalement sur des fonctionnalités qui sont liées au chat, aux appels vidéo, aux réunions en ligne, au partage d'écran, qui étaient globalement les fonctionnalités que l'on avait dans un outil qui était l'outil qui faisait ça avant dans la plateforme Microsoft qui s'appelait Skype, Skype Entreprise. L'idée de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une partie immergée de l'iceberg qui est la manipulation des fichiers, la notion de conversation, d'équipe, le lien avec des applications et vraiment l'ensemble de ces éléments-là. Aujourd'hui, quand on a parlé tout à l'heure des plus de des 75 millions d'utilisateurs actifs, on est quand même très majoritairement centré sur une utilisation de Teams dans une optique de communication. Donc la partie haute de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg, versus la collaboration qui est la partie immergée, qui est finalement celle-là sur laquelle on va avoir le plus de gains si on l'utilise correctement. En résumé, si je devais positionner Teams, j'aime bien cette image de dire Teams, c'est une application centrale, c'est un hub qui permet de chatter, d'organiser des réunions, de faire des appels, de gérer des liens avec des calendriers, d'être éventuellement en lien avec des emails de façon indirecte. Hein, les emails ne sont pas forcément très présents au niveau de la plateforme Teams. Outlook reste encore un outil majeur par rapport à ça. La manipulation de fichiers et surtout l'intégration avec l'ensemble des outils de la suite Office 365, que ce soit la suite Office traditionnelle avec Word, Excel, PowerPoint, mais tout un ensemble d'autres outils que l'on va pouvoir connecter à l'environnement et que l'on va voir tout à l'heure, tout de suite dans la démonstration. Petit focus du coup sur ce sujet de la collaboration et non pas de la communication. Hein, donc, on ne va pas forcément beaucoup parler de communication, déjà parce que vous avez tous réussi à vous connecter à la réunion. Donc, c'est que déjà, on a déjà franchi un pas parce que voilà, ces usages sont plus ou moins adoptés, en tout cas en tant que participant. Mais surtout pour mettre en perspective qu'est-ce que c'est que cette notion de collaboration et qu'est-ce que ça implique au niveau de la plateforme. C'est là où on va parler majoritairement de la notion d'équipe. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une équipe, hein? Quand on crée une équipe, OK, on a besoin de travailler en équipe, mais c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour gérer un projet? Est-ce que c'est pour organiser un événement? Est-ce que c'est pour collaborer à l'intérieur de mon service? Est-ce que c'est pour échanger avec un partenaire ou avec un client? Est-ce que c'est pour avoir un espace d'échange interne, animer une communauté? Ou est-ce que c'est parce que... Hop. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a désactivé mon micro. Hop. Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, tu es revenu. C'est bon, je suis revenu. Ouais, c'est bon. OK. Donc, oui, ce que je disais, donc équipe liée à des besoins spécifiques métiers suivant le secteur, que ce soit dans l'industrie, public, santé, finance, bâtiment, enfin, quelle que soit l'entreprise, le secteur dans lequel on est, finalement, la façon de gérer les types de projets que l'on a au-dessus vont être complètement différentes. Donc, la problématique que l'on a aujourd'hui par rapport à Teams, si on reste simplement sur le déploiement d'outils, c'est qu'on va rester dans la configuration qui est finalement
bah, quand on crée une équipe dans Teams, il se passe quoi? Bah, je fais rejoindre ou créer une équipe, je crée une équipe, donc je crée une équipe à partir de zéro, et voilà, je me retrouve avec une équipe qui se retrouve avec le nom de mon équipe, donc elle s'appelle Nouvelle équipe vierge, un canal qui s'appelle Général, avec à droite un onglet publication qui va me gérer mes conversations, un onglet fichier qui va me permettre de stocker les fichiers, un onglet wiki. Point. Voilà, terminé. Comment fait-on la différence entre une équipe projet, une équipe communauté, une équipe organisation, une équipe projet lié à peut-être des normes de projet que l'on va avoir en interne? Donc, on a finalement une nécessité de se dire, OK, maintenant que j'ai une équipe qui est vierge, il va falloir que je paramètre cette équipe pour qu'elle réponde à ce besoin-là. Et c'est là qu'on a finalement la plateforme, si on vous déploie les outils et qu'on ne vous explique pas ce que l'on peut en faire derrière, et que si vous ne comprenez pas ce que vous pouvez en faire, finalement, vous allez rester avec cette équipe-là et puis vous allez naviguer à l'intérieur de cette organisation-là sans forcément savoir que vous pouvez rajouter des canaux, cliquer sur le petit plus en haut à droite qui va vous permettre de rajouter des onglets, qui va pouvoir vous permettre de vous connecter à d'autres éléments de l'environnement. Du coup, et au final, ce que j'expliquais tout à l'heure, vous perdez le bénéfice de la plateforme. Alors, je mets un petit slide de breaking news parce que je savais que c'était une fonctionnalité qui devait arriver et qui est arrivée sur mon environnement hier. Donc, vous vérifiez si elle est arrivée chez vous. C'est que l'expérience de création d'équipe que l'on a vue tout à l'heure a un petit peu changé maintenant au niveau d'Office 365. Et si ça n'a pas été le cas sur votre environnement, si vous êtes utilisateur Office 365, ça va arriver. C'est l'apparition de modèles d'équipe à l'intérieur de Teams. Donc là où tout à l'heure, on avait, quand je crée une équipe, je pouvais juste créer une équipe à partir de zéro, maintenant, on va avoir tout un ensemble de modèles qui vous sont fournis par Microsoft et qui permettent d'avancer un petit peu plus précisément dans la structuration de votre environnement. Donc ces projets, alors là je fais les différents modèles, je crois qu'il y en a 13 au total. Ces sujets-là, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous permettre de structurer déjà votre équipe d'une certaine manière. Donc ça va vous donner une base de travail à partir de laquelle vous allez pouvoir commencer à travailler. Donc, ça va vous permettre de structurer les différents canaux que vous allez pouvoir utiliser. Là où avant, on n'avait que le canal général. Donc là, on se retrouve à avoir d'autres canaux. Et on verra tout à l'heure quelle est la finalité de ces canaux qui permettent de structurer et de découper finalement le projet ou l'activité en phases et permettre de se focaliser un petit peu sur certaines choses. Donc, on a différents types d'équipes qui vont structurer les canaux différemment selon la finalité de l'équipe. Et c'est là qu'on voit bien que un projet de collaboration au sein d'une succursale bancaire, c'est pas la même chose que dans le secteur de la santé et c'est pas une gestion de projet, par exemple. Donc on se retrouve à avoir des informations un petit peu différentes. Alors il faut pas voir ces outils-là ces modèles-là comme une finalité, mais simplement comme une base de travail pour se dire voilà, on peut faire un certain nombre de choses, on va pouvoir structurer notre activité d'une certaine manière et surtout on va pouvoir se connecter à des applications différentes. Si je prends le projet coordonné les réponses aux incidents, on voit que à l'intérieur de cette équipe-là, je suis relié avec Excel, avec OneNote, avec Planificateur, SharePoint, tout de suite dès la création de l'équipe. Je pourrais le faire dans les autres également, mais là, j'ai une aide qui me permet d'avancer plus précisément dans ce cadre-là. Donc là, je vais détailler un petit peu tous les types de modèles qui sont mis à disposition. J'imagine que ces modèles-là, ça va bouger, il va y avoir matière à pouvoir les personnaliser, se créer ses propres modèles aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, on reste figé par rapport à cela. Si vous voulez structurer des modèles d'équipe spécifiquement par rapport à votre organisation. Aujourd'hui, le seul moyen de le faire, c'est soit de faire appel à des fournisseurs de solutions tierces qui permettent de faire ça et qui simplifient la donne par rapport à cela. Soit, si vous êtes dans une structure un peu plus importante, c'est éventuellement de pouvoir faire du paramétrage un peu avancé. Alors, je ne vais pas dire développement parce que ce n'est pas réellement du développement, mais si vous avez un service informatique, ils seront à même de pouvoir vous mettre à disposition aussi ces modèles de votre côté. Voilà, donc ça c'était juste la petite introduction par rapport à la plateforme, par rapport à ce qu'elle permet de faire. Et ce que je vous propose dans le cadre de ce webinaire, c'est de montrer
au travers d'un exemple, une illustration d'une utilisation de Teams pour répondre à une problématique particulière, puisque c'est le meilleur moyen de comprendre un petit peu comment on peut utiliser les choses, c'est de se le mettre sur un projet particulier. Donc, je vous propose en fait de raisonner par rapport à un scénario que vous connaissez en fait, qui est finalement le fait qu'aujourd'hui on a la CCI qui a organisé une série de webinaires cette semaine, la semaine 42, avec un ensemble de webinaires. Et l'idée de cette équipe, c'est d'avoir une équipe qui permet de gérer l'organisation de ces webinaires, du processus de organisation de l'événement, donc processus plutôt interne, jusqu'à la diffusion et à l'organisation et à la diffusion de ces, et à la participation, l'invitation des participants à ces différents séminaires. Donc, le scénario, c'est effectivement d'avoir une capacité à pouvoir je vais aller au bout, ce sera plus simple, d'avoir des différents profils, différentes personnes qui vont pouvoir interagir. Et du coup, vous verrez qu'on va naviguer entre ces différents profils dans le cadre de cette utilisation. Donc, j'ai Megan Bowen qui sera l'utilisatrice qui sera en charge d'organiser cet événement. C'est Patty Fernandez qui lui a demandé de gérer ça, et c'est Patty qui va gérer la partie budgétaire avec Megan. Alex Wilbert sera un intervenant qui va assister Megan dans l'organisation de cet événement, et pour délivrer ces formations-là, ces webinaires-là, on va s'appuyer sur des speakers, et dans ce cadre-là, je vais jouer moi le rôle d'un speaker de mon côté pour pouvoir vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, ce qu'on va voir, c'est l'organisation globale du webinaire, comment on peut structurer les choses, comment on peut créer un site web de communication sur l'événement très rapidement. Alors, je sais qu'on déborde un petit peu de Teams, mais c'est juste pour vous montrer qu'on va pouvoir construire des choses avec la plateforme, gérer les inscriptions et gérer les activités, les supports, les échanges avec les speakers et l'organisation des sessions. Donc, je vais basculer du coup sur mon environnement. Je vérifie juste que vous n'avez pas de questions. OK, on est bon. Et je vais juste passer sur mon environnement. Voilà. Donc là, comme je vous le disais, je suis connecté avec… Alors, si je ne vous le montre pas la bonne fenêtre, ça ne va pas aller. Voilà. Hop. Je suis connecté donc avec Megan. Donc, vous avez l'utilisatrice Megan qu'on avait tout à l'heure, qui est ici en haut. J'ai perdu ma souris. Voilà, elle est là. Ici, vous avez donc Megan qui est connectée, qui a construit une équipe. Donc, elle est connectée dans son Teams. Donc, l'interface de Teams, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous gérez les conversations, vous pouvez gérer vos fichiers, qui soient éventuellement des fichiers que vous stockez dans Google. Donc là, vous êtes sur votre environnement personnel. Mais là, on va être plus particulièrement dans la partie collaborative autour des équipes. Donc là, on gère un projet qui s'appelle Semaine 42, donc avec un volet organisation et un volet je délivre les webinars. Donc, le parti pris que j'ai fait, c'est de créer deux équipes différentes. Une équipe qui va me permettre de gérer le projet en interne, avec des canaux organisés pour structurer les différentes activités. Donc, on a le canal général, qui est le canal qui arrive par défaut, et j'ai défini un certain nombre de canaux à l'intérieur desquels je vais partager et structurer un certain nombre d'informations. Donc là, j'ai un premier canal qui est un canal budget avec un petit cadenas, parce que les membres de cette équipe de gestion de ce webinaire-là ne sont pas tous des personnes qui vont pouvoir les informations qui sont des informations budgétaires. Donc, j'ai restreint un petit peu le nombre de personnes. Je vais avoir un canal pour gérer les dates, les lieux de l'événement, un deuxième canal pour l'agenda des speakers, un troisième pour les inscriptions, et puis un canal neuf qui va permettre de faire du brainstorming. À côté de cela, j'ai un autre canal qui va être pour le coup un canal externe qui sera mis à disposition des participants.
Donc l'idée derrière cela, c'est que l'on ait ce canal-là qui soit vraiment le canal à partir duquel on va réaliser le webinar. Donc on va voir, hein, donc j'ai paramétré, il y a 3 canaux, hein, donc si vous reprenez l'agenda de cette semaine 42, hein, vous verrez qu'il y a, je ne sais plus combien, une vingtaine de webinars. Donc j'ai pris les 3 premiers en organisant à l'intérieur de chacun de ces webinars une structuration d'informations. Et là, en l'occurrence, ici, j'ai, pour la session d'aujourd'hui, planifié une réunion qui a lieu aujourd'hui, le jeudi 15 octobre à 9 h, sans laquelle je pourrais participer. Alors, je ne vais pas cliquer je ne vais pas m'y connecter à cette réunion, parce que sinon, on va se déconnecter de la session Teams au travers de laquelle je vous parle. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on ait cette équipe-là qui puisse être, si je regarde ici les membres de cette équipe, je vais avoir Mégane qui va être la propriétaire de cette équipe et je vais avoir un certain nombre de personnes qui vont être membres de cette équipe, avec des personnes internes comme Alex ou comme Patty, ou des personnes externes comme moi, ou des personnes qui vont être participantes comme ce contact qui est une personne qui a été invitée. En termes de statut, on a 3 notions de statut différents, un propriétaire, un membre et des invités. Donc, propriétaire a les droits de paramétrer l'ensemble des choses par rapport à l'équipe. Le membre participe, est un membre de l'organisation qui va pouvoir travailler à l'intérieur de cette équipe, mais il fait partie de l'organisation qui héberge cette équipe-là. Et les invités sont des personnes externes. Ce que permet de faire Teams aussi, c'est de structurer l'appartenance au-delà des canaux que l'on a déterminés ici, de déterminer l'appartenance de ces différentes personnes à des sous-groupes. Donc des éléments, des groupes qui sont un petit peu transverses, ce que le Teams s'appelle des balises. Donc là, on a une balise organisation, une balise speaker, une balise par session et une balise participant. On verra que le fait de dire que telle personne est membre de tel ou tel sous-groupe ou de telle et telle balise va me permettre d'avoir un certain nombre de fonctionnalités tout à l'heure qui vont me permettre de très rapidement contacter les différentes personnes selon les informations que je vais vouloir faire. Si je vais vouloir contacter les participants, je saurai contacter l'ensemble des participants qui auront été tagués comme participants à l'intérieur de cette liste-là. Donc là, ici, le propriétaire a la possibilité de dire, voilà, contact, si maintenant contact était également speaker, je lui rajouterai le tag speaker et il pourrait lui aussi rentrer dans le sous-groupe des speakers. Donc là, ça c'est mon équipe semaine 42 qui est ouverte vers l'extérieur et j'ai ma semaine 42 interne, donc qui est une autre équipe qui a des autres critères d'appartenance où ici, si je rentre là-dedans, je n'ai que des personnes qui sont internes à la société et juste les speakers que j'ai voulu intégrer parce que on a la possibilité d'échanger uniquement à l'intérieur de ce besoin-là avec les speakers, mais on ne va pas avoir de participants externes à l'intérieur de cette équipe. Donc, qu'est-ce que ça permet comment a été structurée cette équipe? Un canal général dans lequel, ici, je vais avoir une communication qui aura été faite sur le fait qu'on a utilisé un des composants de la plateforme pour dire, voilà, il y a un événement qui a été créé, qui est un site web, finalement. Alors, hop, si je vous le montre en mode comme ça, c'est mieux. Donc, un site web avec, on explique le webinar, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce webinar et un petit formulaire derrière d'inscription qui me permet de m'inscrire à ce webinar. Donc, par exemple, si je veux participer à la session d'aujourd'hui, j'ai un petit formulaire. Alors, vu qu'il y avait une Audrey, c'était pour vous montrer que je vais mettre Audrey. Alors, attendez, je vais juste prendre un nom qui existe vraiment, comme ça, il n'y aura pas de... Audrey Phil, voilà, on va le faire dans l'autre sens. Voilà. Et je vais faire un .com. Voilà, de toute façon, je n'en fais rien. Donc voilà, et j'envoie ce formulaire. Donc là, j'ai fait un formulaire d'inscription qui aura pour effet de me lancer derrière cela un petit workflow et qui fait que
Vous voyez ici, j'ai mon petit icône inscription, là, mon petit canal inscription qui s'est mis en gras, parce que le fait que Audrey, qui est une utilisatrice externe, se soit inscrit, ça m'a généré ici un élément de conversation qui vient de me dire que Audrey s'est inscrite à la session de jeudi 15 octobre, collaborer avec Teams. Donc, je mets en place un processus métier qui m'alerte comme quoi quelqu'un vient de s'inscrire à cette session. Si je reviens sur le canal général, à l'intérieur de ce canal général, ce que ça m'a également fait, c'est que j'ai ici personnalisé mes onglets où j'ai organisé euh, une gestion de tâches, qui est une application qui s'appelle Planner, où j'ai centralisé au niveau de Teams le fait que je vais gérer les inscriptions, la logistique, la communication, l'agenda. Et là, je suis vraiment sur une notion de gestion des tâches. Ici, j'ai une gestionnaire de tâches qui me dit Alex Vibert doit travailler sur la communication avec les participants. La tâche est en cours, la priorité est moyenne. Je n'avais pas mis de date de début, date d'échéance, mais je pourrais gérer les choses. Et ce qui a été fait tout à l'heure quand Audrey s'est inscrite, au-delà de m'informer au niveau inscription qu'elle s'est inscrite, j'ai également ici une petite carte qui s'est créée en me disant, voilà, j'ai Audrey qui vient de s'inscrire dans le compartiment inscription et il y a quelque chose à faire ici. Et donc moi, en tant que chef de projet d'organisation, je peux dire, finalement, je vais affecter Alex sur cette tâche-là pour qu'il fasse des choses. Et donc Alex, lui, de son côté, verra au travers des tâches qui lui ont été affectées qu'il a quelque chose à faire par rapport à Audrey dans ce cadre-là. Ici, je vois la petite notion comme quoi j'ai un participant 1 qui s'est connecté hier et la tâche qui apparaît en rouge apparaît en retard. Donc ça, c'est juste pour vous montrer, je suis resté dans Teams, il s'est passé des choses par ailleurs, parce que finalement, à l'intérieur de Teams, j'avais besoin de simplement travailler et échanger et définir ce process qui a, rien que pour cela, permis d'utiliser un site web que j'ai pu accéder directement ici, qui m'a généré une inscription qui était une application Forms, qui elle-même m'a déclenché l'envoi d'un message à l'intérieur de Teams dans une fenêtre de conversation et la création d'une tâche à l'intérieur de ma liste de tâches. C'est ça qu'on va appeler de la collaboration. C'est qu'au travers de Teams, et quand je présente Teams comme étant le hub de la collaboration, c'est là que on se rend compte que finalement, les informations arrivent à être consolidées à l'intérieur du même endroit et que je n'ai pas changé de contexte. Moi, en tant qu'utilisateur et en tant qu'organisateur, je n'ai absolument pas changé de contexte et je suis resté dans ce contexte-là. Donc cet ensemble d'onglets ici que l'on a en haut, on va pouvoir les personnaliser comme on veut. Si je vais dans l'onglet ici qui s'appelle Brainstorm, j'ai un onglet qui s'appelle Tableau blanc et ce tableau blanc me permet d'afficher un élément de brainstorming sur lesquels je vais pouvoir éventuellement partager, dessiner des choses, mettre des post-it et travailler sur un modèle un petit peu plus intelligence collective. Là, je suis connecté en tant que Mégane, mais je vais juste vous montrer maintenant en parallèle de ça, si je me connecte en tant que Alex, qui est finalement le membre également de cette équipe-là. Donc ici, je suis connecté, je suis bien connecté avec Alex en haut à droite. Donc Alex, son environnement Teams lui présente un certain nombre de choses. Donc, et on lui présente qu'il a des éléments non lus, qu'il a des éléments sur lesquels il a été mentionné. Et Alex, à la différence de Mégane, fait partie de plein d'équipes, dont les équipes Semaine 42, mais il fait également partie d'autres équipes dans lesquelles il a été notifié sur certaines activités dans ce projet-là, dans cette équipe-là, avec des événements qui ont été marqués comme importants, c'est le petit point d'exclamation, ou des éléments sur lesquels il a été explicitement nommé. Donc dans Market Strategy, je vois qu'il y a un petit 1. Donc Alex, c'est très très rapidement, quand il voit sa liste des équipes, que là, il a quelque chose à faire. Et que là, il a été explicitement nommé par
par quelqu'un, en l'occurrence ici c'est Megan, qui lui dit voilà un petit arrobase qui est mentionné à côté de sa conversation, qui a permis de signifier que Alex a été explicitement ou qu'il avait quelque chose à faire. Comme par exemple ici, Alex, pourras-tu regarder le document de gouvernance? Voilà, il sait qu'il a des choses à faire, à la différence des autres canaux ici, comme Général, où finalement là il y a juste eu une information qui a été postée, mais il n'a pas besoin d'aller regarder plus précisément ce qui a été fait. Il peut se focaliser directement sur les éléments sur lesquels il avait des choses à faire. Donc si on fait le parallèle avec j'ouvre mon environnement Teams et j'ouvre ma boîte de messagerie, puisque finalement quand on communique aujourd'hui, principalement l'outil avec lequel on compare, c'est sa boîte de messagerie, pour avoir les informations qui sont mentionnées ici avec des canaux qui sont en gras, des canaux avec des messages importants, des messages sur lesquels j'ai des choses à faire, quand j'ouvre mon environnement Outlook, le seul élément que j'ai de voir ça, c'est ma boîte de réception qui va m'afficher la liste des messages que j'ai reçus dans un élément unique, qui vont éventuellement être triés par conversation, histoire d'avoir un peu des filtres, mais globalement, on n'aura pas une conversation sera complètement indépendante de la conversation d'après, qui elle-même sera indépendante de celle qui a par la suite. Donc l'idée de cette présentation ici, c'est de permettre à l'utilisateur, sans changer le contexte, de se focaliser directement sur ce qu'il y a à faire. Et si son urgence, c'est de dire je dois gérer les projets, le webinar semaine 42, eh bien je me focalise directement sur la partie semaine 42, où je vois exactement la même vue que ce que m'a montré Megan tout à l'heure. Et si je vais dans la partie brainstorm et que j'affiche ici le tableau blanc que je partageais avec Megan tout à l'heure, je l'ai dans le même état que dans l'état dans lequel il était avec Megan tout à l'heure. Et puis, si ici, je veux le personnaliser moi de mon côté, Megan de son côté le verra également de la même façon. Donc, on va pouvoir avoir des applications qui vont me permettre, alors, de collaborer directement sur un espace, de brainstormer, voire après, de pouvoir dire, finalement, j'ai besoin de travailler de manière plus formelle avec des fichiers, avec des documents. Et donc là, je vais pouvoir utiliser, par exemple, dans mon canal général, mon onglet fichier dans lequel je vais avoir un document que je vais pouvoir ouvrir en tant que Alex, de mon côté, sur lequel je vais pouvoir éventuellement faire des modifications à l'intérieur de ce document-là. Et en parallèle de cela, peut-être que Megan, de son côté, aura eu aussi besoin d'ouvrir ce document-là. Et si je me mets en tant que Megan, Megan va ouvrir le document et elle verra directement les modifications qui auront été faites par Alex. Les deux travaillent en même temps. Et en tant que Megan, j'ai bien la notification ici que Alex est aussi en train de travailler sur cet espace-là. Et si je change d'utilisateur et que je me mets en tant qu'Alex, je verrai bien que Alex, il y a Megan qui est en train de travailler et on peut travailler en même temps sur ce même document. Donc ça, c'est le volet coédition que je montrais tout à l'heure. On n'a qu'un seul document, on ne se l'échange plus par mail, on va pouvoir échanger directement à l'intérieur de ce document. Et si j'ai besoin, en tant que Megan, à un moment donné, de demander quelque chose à Alex sur ce sujet-là, voilà, Alex, peux-tu... hop, s'il ne veut pas, ok. Il n'a pas envie, c'est pas grave. Donc je vais juste mettre ça comme ça à vérifier, c'est pas grave. Voilà, donc là j'initialise une conversation et cette conversation, elle est disponible à l'intérieur de mon environnement, dans mon canal de conversation dans lequel je vais pouvoir avoir l'information comme quoi il y a des choses à faire et un document qui a été à vérifier. Si juste pour vous montrer d'autres éléments aussi très rapidement par rapport à ça, là j'ai géré un document à l'intérieur de mon équipe semaine 42, mais éventuellement quand on est dans une organisation sur laquelle on fait de la gestion de projet, on a besoin souvent d'avoir des référentiels de projet, des normes, des façons de travailler qui vont être spécifiques à l'organisation de façon globale et que l'on va pouvoir intégrer à l'ensemble des projets qui vont être utilisés par la suite.
C'est ce que fait en fait ce petit lien ici. Hein. Vous voyez que j'ai des icônes qui ont des têtes un petit peu différentes, et en particulier j'ai un petit symbole sur le dossier référentiel docref. Ce dossier référentiel docref est un dossier qui est stocké quelque part ailleurs, peut-être dans un système qualité ou dans un document, dans un site de référence, et dans lesquels je n'ai peut-être pas moi les droits de faire les modifications, mais j'ai juste besoin d'avoir l'information par rapport à cet élément-là. Donc là, je suis connecté avec Megan. Ici, si je vais dans ce référentiel-là, j'ai accès à des modèles de fiches projet, des normes, mais j'y ai accès en lecture-écriture. Ici, ce document-là, si je l'ouvre, je vais pouvoir le manipuler. À la différence de si je me connecte en tant que Alex, donc là je suis connecté en Alex, je vais dans ce même référentiel de documents et je vois que ces deux documents-là qui sont mis à disposition, ils sont en lecture seule. Donc, ce qui veut dire que moi, je n'aurai juste la possibilité de les consulter. C'est des éléments qui viennent peut-être d'un référentiel qualité, qui sont stockés par ailleurs et qui sont sur la responsabilité d'autres personnes sur lesquelles j'ai juste accès en lecture. Donc là aussi, c'est un moyen, quand je suis dans mon équipe ici, hein, dans mon équipe d'organisation semaine 42, de pouvoir référencer des éléments qui viennent ailleurs et d'avoir des droits particuliers sur ces éléments-là qui ont été stockés par ailleurs. Si on continue voilà, enfin, on pourrait continuer hein, sur cette partie-là. Maintenant, je vais me positionner sur l'événement est en train d'être lancé. Hein, donc, l'événement a été initié. Donc, je suis dans l'élément semaine 42, hein, donc qui ne sera visible en plus des organisateurs et des speakers que par les personnes qui vont être participants à cette réunion-là. Et je vais avoir la possibilité ici de se dire, définir un canal coin café qui va être un canal dans lequel on va autoriser les speakers, les participants à poser leurs questions, parce que les questions des uns sont souvent intéressantes pour les autres. C'est surtout les réponses qu'on apporte à l'un, elles sont surtout importantes peut-être pour des questions que se posaient les autres. Donc, on va pouvoir structurer là aussi ce canal de façon globale. Et dans l'absolu, on aurait très bien pu, alors c'est une suggestion pour Jean-Marc, hein, de se dire, alors, si je clique pas sur afficher, ça va pas le faire, voilà, c'est d'avoir un site spécifique, semaine 42, dans lequel on va pouvoir organiser les événements, directement organiser la réunion, plutôt que de faire une invitation comme vous avez eu individuellement par ailleurs, d'avoir une invitation qui soit complètement localisée à l'intérieur de cet espace-là et qui permette à tout le monde de pouvoir échanger, d'avoir un hub de collaboration entre les uns et les autres. Tout à l'heure, je vous ai évoqué le fait que j'avais tagué des utilisateurs un petit peu différemment. Hein. Donc, vous avez vu quand j'étais sur l'organisation de la semaine 42, en tant qu'Alex, j'avais été notifié avec un petit arrobase, hein, comme quoi on m'avait explicitement demandé de faire quelque chose. C'est une des fonctionnalités que permet de faire justement ces éléments de communication, c'est de pouvoir cibler des personnes. Et pour cibler des personnes, c'est l'arrobase, hein, qu'on connaît bien dans Facebook, dans Twitter, dans un peu partout, hein, même dans Outlook. Hein, vous pouvez mettre du arrobase dans le corps d'un message Outlook, vous verrez ce que ça vous donne. Ça peut être aussi intéressant et faciliter la création de messages. Mais là, si je veux envoyer un message à l'ensemble des personnes de la semaine 42, donc l'ensemble des membres de l'équipe, je peux dire, OK, j'écris à la semaine 42. Là, si mon équipe, il y a 250 personnes, ces 250 personnes vont recevoir une notification, ce qui n'est pas forcément souhaité. Par contre, j'aimerais bien contacter que les speakers pour éventuellement savoir que les speakers puissent faire leur retour. Et c'est là que je vais avoir la possibilité de pouvoir alerter directement ces balises que j'avais mis tout à l'heure, hein, la balise speaker, hein, et où là, je vais faire ce message-là. Seules les personnes qui auront été taguées avec la balise speaker vont recevoir cette notification. Le hashtag qui est devant la balise n'est pas un hashtag, il n'est pas obligatoire en fait. Hein. C'est simplement une règle de nommage que je recommande parce que comme l'on peut également nommer explicitement un canal,
Voilà, si je mets, voilà, je peux explicitement nommer le canal collaborer avec Teams. Si je ne mets pas le hashtag devant le speaker et que je l'appelle speaker, pour peu que j'ai un canal qui s'appelle speaker, bah, je ne sais pas si j'ai notifié le canal ou si j'ai notifié une balise qui est complètement transverse. Donc voilà, donc là, je voyais qu'ici, dans le canal général, j'ai également le site web qui a été présenté au travers d'un type de message qui s'appelle une annonce. Ce message-là, il a été posté qu'une seule fois, sauf qu'il a été posté sur plusieurs canaux différents. Donc, il a été posté la première fois, je crois, sur celui-là. Hop, voilà. Alors, s'il veut bien me l'afficher, c'est pas moi qui l'ai posté. Je suis en tant qu'Alex, donc forcément, je n'ai pas les droits de le voir. Mais si je me mets en tant que Mégane ici, je vais voir que cette annonce-là, je l'ai publiée dans différents canaux. Je l'ai écrite qu'une seule fois et j'ai fait de la publication croisée de cette annonce dans différents canaux qui étaient dans différentes équipes. Donc là aussi, en termes de productivité, si on a une information à faire suite, ce n'est pas parce qu'on a plusieurs équipes que l'on ne va pas être capable de pouvoir communiquer les choses. Dernier point que je voudrais vous montrer, c'est ici cette notion de budget. Je vous ai dit, il y a un petit cadenas derrière ce budget. Ici, les canaux qui sont mentionnés en dessous, il n'y a pas la possibilité de dire qu'un canal n'est visible, de définir qui a le droit de voir un canal. Par défaut, un canal, quand on crée un canal, il a deux possibilités. Soit il est standard, soit il est privé. S'il est standard, forcément, tous les membres de l'équipe qui sont dans l'équipe. Alors, ils sont accessibles soit par le menu gérer l'équipe, soit sur le menu ici, le petit i que vous avez à droite. On voit les membres de ce canal-là. Si vous faites un canal standard, tous les membres de l'équipe vont forcément voir ce canal. Si vous voulez qu'il n'y ait qu'un sous-ensemble de personnes qui voient ces informations-là, il va falloir créer un canal privé. Ici, c'est ce qui est le cas pour celui-là. Ici, ce canal privé, il n'est visible que par Mégane et par Patty. Si je me connecte avec Alex, Alex, lui, ne voit même pas ici qu'il y a un canal budget qui existe à l'intérieur de cette équipe. Donc là aussi, voilà, ça permet un petit peu de structurer les choses pour mettre un petit peu plus de confidentialité. Les membres de ce canal privé qui sont ici, Mégane et Patty, doivent forcément être membres de l'équipe. On ne peut pas avoir, si Patty doit forcément être membre de l'équipe globale, c'est-à-dire voir tous les autres canaux pour pouvoir être membre d'un canal privé. Voilà, il est 9h55. J'ai essayé de faire très rapide pour passer au travers d'une intégration globale de ce qui peut être utilisé pour répondre à un besoin particulier au travers de Teams. C'est compliqué d'être très exhaustif parce que, comme vous l'avez vu, c'est hyper spécifique par rapport aux besoins. J'ai essayé de faire quelque chose de transverse qui vous montre un peu le potentiel global de la solution, qui permet de travailler tous ensemble. Si je résume tout ce que l'on a fait au travers de cette équipe-là, on a géré des tâches, on a travaillé de la coédition sur des fichiers, on a fait du brainstorming, on a organisé des tâches, on a organisé des réunions. En faisant tout ça, on a échangé 0 email pour faire tout ça. Et tous les éléments qui ont permis d'alerter les uns et les autres se sont faits en restant au niveau de la plateforme Microsoft Teams uniquement, sans forcément en sortir. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser si vous en avez. Je vais juste repasser sur cette partie-là, juste pour vous montrer quelques ressources utiles pour des ressources de formation, en particulier au niveau de Teams. Donc, ressources de formation, ce que je vous recommande, c'est potentiellement d'aller dans la petite barre d'aide là en bas, d'aller dans formation. Vous allez avoir accès
aux formations qui sont mises à disposition par Microsoft et vous allez voir un certain nombre de vidéos qui vont vous permettre d'appréhender des besoins particuliers. Je veux créer un canal, je veux envoyer un message, voilà comment on peut faire pour faire telle ou telle action. Hein, donc vous avez des petites vidéos qui sont faites là. Elles sont fournies par Microsoft. L'avantage, c'est que elles sont basées sur la dernière version de l'interface qui, comme vous l'avez probablement vu, bouge tout le temps. Hein, l'interface Microsoft Teams bouge régulièrement. Donc moi, ma recommandation, c'est de ne perdre pas de temps à créer des supports de formation parce que vous allez passer votre vie à les créer, ces supports en interne dans vos organisations. Utilisez peut-être plutôt les ressources existantes, comme ça vous serez directement sur les bonnes versions. Voilà, donc vous avez quelques ressources utiles. Je vais laisser cette slide-là avec mes coordonnées si vous souhaitez prendre contact avec moi ou prendre rendez-vous au travers de l'URL à côté. Et je reste ouvert à toutes vos questions. Alors, hop, je vois. Voilà, je vois que des remerciements. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions, je vous propose soit de les taper dans le chat, soit d'activer votre micro pour les évoquer. Je suis à votre écoute. Merci Audrey. Merci Marc. Merci Jean-Marc. Merci Céline. Merci Claire.